Bonjour, je suis Delphine Sabatier de l'émission Smart Tech sur Bismart et je vais animer pour vous cette plénière de l'Open Source Experience 2023, une édition qui tombe à pic, j'ai envie de dire, parce que l'open source est vraiment sous le feu des projecteurs en matière d'actualité. On a eu cette déclaration engageante d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui nous dit que l'open source doit devenir une force pour la France. On a aussi de nombreuses annonces dans le domaine de l'IA avec le développement de grands modèles de langage open, nous dit-on, ouverts. Et puis, il y a ces discussions très politiques sur le numérique qui se tiennent à Bruxelles et qui sont aussi impactantes pour l'écosystème. D'ailleurs, nous aurons le ministre en charge du numérique en France, Jean-Noël Barrot, qui sera ici. Je l'interviewerai sur scène aux alentours de 10 heures. On verra en fonction de son arrivée. On aura aussi une discussion ce matin ensemble sur la cybersécurité et l'open source avec des pointures, avec l'ANSSI, cybermalveillance.gouv.fr, Thales. On va aussi s'intéresser à la manière dont on peut travailler le numérique, l'open source de manière responsable avec le point de vue de Véronique Torner. Et puis, on accueillera les parrains également de cet événement, Red Hat et Orange, qui viendront faire un partage d'expériences et nous placer l'open source dans cet écosystème du numérique de manière générale. Alors, je devais normalement ouvrir cette édition avec Jean-Luc Bella, puisque l'Open Source Experience est un événement organisé par Systématique Région, Paris Région, pardon. Il est coincé dans un RER, donc on espère qu'il sera là au moins pour le mot de la fin de cette plénière. En attendant, je vous demande d'accueillir et d'applaudir les coprésidents de l'événement. Il s'agit de Clément Oudot et Laurent Marie, qui sont respectivement Identity Solution Manager et CEO. Bonjour à tous les deux. Merci beaucoup pour cet événement. Vous êtes les chefs d'orchestre du programme de ces 2 jours qui vont être très très riches. On va en parler ensemble. Je voulais vous demander peut-être déjà pour commencer quelques mots sur vous, votre engagement dans l'open source, peut-être à titre personnel, mais aussi à travers Vortex. Merci Delphine. Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux. Donc pour ma part, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laurent Marie, le fondateur et président de la société Vortex, une société d'expertise en open source qui joue également un rôle d'éditeur et de contributeur. Donc pour ma part, ça fait environ 20 ans que je suis dans ce domaine. J'ai commencé par une vieille société dont vous ne vous rappelez certainement pas, qui s'appelait Alcove, pour ensuite, avant de monter ma propre société, travailler chez Savoir-Faire Linux. Il y a des connaisseurs. Pardon ? Il y a des connaisseurs dans la salle, des anciens même. Ah ben, il y a des vieilles personnes. Bienvenue. Clémence, à toi. Oui, bonjour. Donc Clément Oudot. Pour ma part, moi, ça fait pas environ 20 ans, ça fait exactement 20 ans que je travaille dans l'open source, que j'ai démarré en novembre 2003. Et je suis également chez Vortex. Moi, je m'occupe de tout ce qui est gestion d'identité, sécurité, authentification. Voilà, donc ça, c'est mon dada. Je suis quelqu'un plutôt technique. Et voilà, j'ai eu l'honneur cette année d'être coprésident avec Laurent de cette édition d'Open Source Experience. Et alors, est-ce parce que vous vous occupez de ce sujet de la sécurité que vous avez décidé aussi d'installer en plénière un sujet sur la cybersécurité ? Alors oui, effectivement, il y a quelques sujets d'actualité en ce moment, notamment la cybersécurité. Alors quand je parle d'actualité, c'est une actualité qui date d'il y a bien longtemps. Hein. Tout le monde s'en préoccupe et on a souhaité la mettre à l'honneur. Et en parallèle de ça, donc, non, pour revenir sur ce point, on va trouver en fait dans l'ensemble des tracks une table ronde sur la cybersécurité, puisque ça affecte au final l'ensemble du système d'information. Et on a ce sujet de la cybersécurité qui va être traité d'une manière quand même spécifique, parce que c'est un sujet dont on parle tout le temps, partout, à cause des nombreuses attaques, on présente plein de solutions, mais là on va vraiment s'intéresser à l'open source. Peut-il être un allié dans la cybersécurité ? Donc, je vous invite à rester, parce que ce sera juste après. Il y aura aussi beaucoup d'autres rendez-vous. Je disais que cette édition était très très riche. À quoi faut s'attendre là sur les 2 jours ? Alors, pour reprendre peut-être, on a une particularité avec... c'est vrai qu'on allait un petit peu vite. On a une particularité avec l'IA, qui, pour respecter l'actualité, bien évidemment, a pris beaucoup plus de volume. On parle beaucoup de ChatGPT, mais on verra qu'il y a énormément de choses dans le domaine de l'open source dont on ne parle pas assez. Donc, n'hésitez pas à venir revoir tout ça. Je m'aperçois qu'on a sauté une étape importante du fait de l'absence de Jean-Luc, je pense. On voulait remercier un petit peu tout le monde. Ça se fait quelquefois. Notamment le copil de l'ESXP pour nous avoir fait confiance.
ainsi que systématique, et puis l'ensemble des sponsors de l'événement. Voilà, c'était assez important. Et je n'oublie pas InfoPro Digital qui organise ce salon. Également, ils ont fait un travail fantastique. Ils sont derrière moi. Ce sont l'ensemble des VP. Vous aurez l'occasion de les croiser sur l'ensemble des tracks que vous allez pouvoir suivre durant ces 2 jours. Merci à eux. Alors, un mot sur le programme. Voilà, effectivement, donc ces personnes... Ça va être une édition quand même rythmée par beaucoup d'événements. Oui, il y a... alors, on ne change pas une équipe qui gagne, donc comme les éditions précédentes, on organise le programme autour de différentes thématiques. Donc là, vous avez effectivement les 6 vice-présidents qui correspondent aux 6 thématiques principales que vous pouvez voir là. Donc l'IA, en fait, cette année, prend un peu plus d'importance que les années précédentes, comme l'a dit Laurent, du fait de l'actualité. Je pense que tout le monde a entendu parler d'intelligence artificielle ces derniers mois. Et donc les autres thématiques qui sont assez classiques reviennent en fait cette année avec toujours le numérique responsable qui prend aussi de l'importance en fait dans notre métier, et puis une grosse part en fait pour les technologies. Et donc vous aurez aussi tout ce qui est embarqué, stratégie et gouvernance, et puis les solutions d'entreprise. Au total, c'est quand même des beaux chiffres. Alors déjà, un chiffre qui n'est pas là, c'est que le nombre de soumissions en fait, qui ont été déposées à l'appel à conférence en début d'année était d'environ 400. C'est beaucoup plus que l'année précédente. Donc on est déjà très content qu'il y ait beaucoup de gens qui soient manifestés. Évidemment, ça fait des déçus, puisque plus il y a de gens qui participent, comme le nombre de conférences est à peu près équivalent à l'année dernière, il y a plus de gens qui sont laissés de côté. Mais voilà, on arrive quand même sur un très beau programme avec environ 160 conférences, pratiquement 230 intervenants. Voilà. Et comme vous l'avez dit, quelques événements un peu plus, des événements partenaires qui viennent se greffer en fait à l'Open Source Experience. Je ne sais pas si tu veux en dire 2 mots. Très rapidement, je te laisserai évoquer EOL éventuellement, mais l'Open CIO Summit qui a eu lieu déjà hier soir, auquel j'ai eu la chance de participer pour la première fois. J'ai été vraiment très bluffé par le niveau d'expertise des intervenants. Voilà, c'était très intéressant. Il y avait notamment dans ces sujets beaucoup d'IA générative, et c'était vraiment passionnant. Pour EOL, je te laisse la main. Oui, c'est tout ce qui concerne la partie juridique. Et on sait que dans l'open source, c'est quand même un sujet important. Et donc voilà, ils viennent. Donc c'est des gens qui se réunissent plusieurs fois par an et ils viennent conclure un petit peu cette année 2023 au sein d'Open Source Experience avec leur conférence EOL. Et puis on voulait également vous communiquer les différents temps forts qu'il y aura en parallèle de toutes ces conférences. Des temps forts en fait que vous retrouvez chaque année et des nouveaux. Donc les acteurs du libre qui sont des trophées, et également les territoires numériques libres qui sont des trophées. Donc on va récompenser un peu le travail d'un certain nombre de territoires, d'entreprises, d'associations qui ont travaillé cette année. Très important, la restitution de notre enquête 2023. Et puis les journées Blue Hat, donc si vous croisez des chapeaux bleus, vous en verrez. C'est les gens de l'administration française qui font de l'open source, on est très contents qu'ils viennent. Et puis un mot sur DSI Experience peut-être. Rapidement. Oui, rapidement, c'est la première édition de DSI Experience que nous avons co-organisée avec les patrons de l'événement que sont Red Hat et Orange. L'objectif, très rapidement, est que des grandes DSI françaises puissent en fait expliquer quelles ont été leurs contraintes, leurs satisfactions, leurs problèmes éventuellement, quant à l'adoption de l'open source au sein de leurs infrastructures. Merci beaucoup à tous les deux. Ouais, et je voulais juste conclure pour dire qu'il y aura plein d'animations et un concert demain soir. Voilà. En plus. Je peux rajouter un mot ? Oui. Écoutez, pour vous, ça commence. Pour nous, ça se termine. Merci. Merci beaucoup. Alors, on ne va pas perdre de temps, on va donc attaquer cette question de la cybersécurité. Je vais demander à nos experts de me rejoindre sur scène, donc Renaud Labelle de l'ANSSI, Jérôme Notin de Cybermalveillance et Philippe Quérier de Thales. Vous vous installez comme vous voulez. Merci. Bonjour, messieurs. Alors, avec cette grande question, est-ce que l'open source peut être un allié de la cybersécurité ? On a travaillé ce sujet ensemble. On a évoqué à l'instant le fait qu'il y ait
une étude qui va être communiquée lors de cet événement. Ce sera à 17h tout à l'heure, mais je vais quand même vous en délivrer quelques aspects quand même en avant-première. Alors, Renaud Labelle, je voulais vous présenter un petit peu plus précisément que juste sous-directeur expertise de l'ANSSI. La sous-direction expertise porte la mission globale d'expertise et d'assistance technique de l'ANSSI ainsi que sa politique industrielle. Donc en ce sens, vous apportez votre soutien aux administrations, aux entreprises stratégiques, vous les aidez à mieux sécuriser leur système d'information, à identifier les solutions de cybersécurité de confiance reconnues par ce qu'on appelle les visas de sécurité de l'ANSSI. Vous accompagnez la montée en compétences des industriels de la cyber, donc c'est-à-dire des éditeurs de produits et des prestataires de services de sécurité. Et vous préparez l'arrivée des technologies cyber de demain avec 7 laboratoires de recherche, ça on ne le sait pas toujours, et de nombreuses collaborations avec l'écosystème français et européen également de la recherche, avec les organismes accompagnant l'innovation et la politique industrielle, ou encore avec des investisseurs. Ça fait beaucoup de missions tout ça. Oui, tout à fait, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Ça fait beaucoup de missions. Alors, je voulais vous poser cette question, puisque c'est le titre de la table ronde. L'open source peut-il être un allié dans la cybersécurité, selon vous? Rentrons dans le vif du sujet. Alors, je pense que globalement, on peut dire que oui, l'open source est un allié de la cybersécurité. C'est pour ça d'ailleurs qu'à l'ANSSI, on fait la promotion de l'open source depuis de nombreuses années. Et c'est un allié à plusieurs titres. Le premier titre, c'est... d'abord parce que le code est ouvert, donc on peut facilement auditer les solutions et évaluer leur niveau de cybersécurité. Le deuxième titre, c'est parce que ce sont des logiciels qui, lorsqu'on trouve des vulnérabilités, on peut facilement les corriger. C'est d'ailleurs parfois ce que font les agents de l'ANSSI. Quand ils trouvent des vulnérabilités, ils les corrigent. Et puis l'open source, c'est aussi une façon pour l'ANSSI, et donc en général, de partager du code sécurisé de bon niveau. Et donc on a un GitHub sur lequel on partage beaucoup d'implémentations sécurisées. Donc c'est un moyen de diffuser les bonnes pratiques et l'information. Donc oui, sans hésiter déjà. Sans hésiter. Ok, on va quand même pousser un peu la réflexion ensemble plus loin. Jérôme Notin, donc directeur général du groupement d'intérêt public ACIMA, qui porte cybermalveillance.fr, dont vous connaissez vous très .gouv.fr si je peux me permettre. .gouv. Très important, .fr. Vous connaissez donc très bien l'open source dont vous avez toujours partagé les valeurs, Jérôme. Dans une autre vie, vous étiez même très impliqué dans la communauté du logiciel libre et puis vous êtes membre de l'April depuis très longtemps. Et d'ailleurs, le CNLL fait partie du groupement d'intérêt public. Oui, alors j'ai même connu Alcov ou des anciens d'Alcov, c'est vous dire qu'effectivement, je ne suis pas tout jeune non plus. Et d'autres. À titre personnel, oui, je partage les valeurs du logiciel libre. Je suis membre depuis très longtemps aussi de l'April. Et puis le CNLL, évidemment, alors je dis évidemment, c'est une évidence pour moi aujourd'hui, ça l'est peut-être aussi, j'espère pour eux, mais est membre de notre groupement d'intérêt public, membre fondateur. Si je peux revenir un tout petit peu sur l'historique, quand en 2016, j'ai la chance extraordinaire de rejoindre l'ANSSI en tant que préfigurateur, parmi les missions, il fallait identifier des prestataires en capacité d'assister les victimes. Ça fait partie des missions phares de notre dispositif sur l'ensemble du territoire national. Et en tant que fan du modèle du logiciel libre au sens général, je pensais, et j'étais soutenu par le directeur général de l'ANSSI, Guillaume Poupard, sur ces décisions-là, j'étais convaincu que les intégrateurs, alors peut-être pas ceux qui contribuent, ceux qui développent les logiciels, qui hackent les logiciels, mais en tout cas ceux qui font de l'intégration, on en a besoin sur les territoires, étaient en capacité de faire de la remédiation avec des produits de sécurité. Et depuis, on a développé un label qui s'appelle Expert Cyber, qui intègre la notion de sécurisation des systèmes d'information. Et je suis plus que convaincu que énormément de logiciels libres peuvent être utilisés pour sécuriser les professionnels dans nos territoires, les TPE, les PME et les collectivités. Et vous travaillez avec des logiciels open source dans votre équipe, j'imagine. Alors, nos postes de travail sont sous une distribution grand public bien connue, quand bien même on est un grand éditeur d'OS américain qui soit pas membre fondateur. Le CNLL était précurseur et on était ils étaient une dizaine de membres fondateurs. Aujourd'hui, on a 63 membres. Mais oui, les agents du GIP travaillent sur une distribution Linux, GNU Linux, grand public. Ça fait un peu bizarre au début. Ils ne sont pas forcément habitués, malheureusement. Mais il n'y a pas de problématique, alors, sauf les problématiques
très classiques, de moins en moins vrais quand même, mais de fichiers bureautiques très compliqués avec des macros, mais comme en sécurité, on n'aime pas trop les macros, on évite de les utiliser. Philippe Carrier à côté de moi. Alors vous, après 26 ans dans le domaine des réseaux de télécommunications et quelques années aux États-Unis, vous êtes aussi passé par les célèbres Bell Labs. Vous avez rejoint Thales début 2016. Vous êtes en charge de la stratégie, de la technologie et du M&A. Et d'ailleurs, vous avez contribué au travers de l'acquisition de Gemalto en 2019 et l'annonce plus récente de l'acquisition d'Imperva a positionné Thales comme ce grand acteur mondial de la cybersécurité. Que représente l'open source aujourd'hui chez Thales ? Tout d'abord, comme l'a dit Renaud, je pense que l'open source est vraiment au cœur de la cybersécurité, puisqu'en fait, on a quand même des briques essentielles du domaine qui ont été publiées en open source, et ce depuis le début. Et donc, comme vous l'avez dit, avec un groupe Thales qui s'affirme de plus en plus comme un des leaders, je dirais des leaders mondiaux, puisqu'on est parmi les 5 de la cyber au niveau produit, il est clair que pour nous, l'open source est un élément absolument essentiel. Et quand on regarde l'open source, je pense qu'il y a quatre choses qu'on peut mettre au même niveau. Et en particulier ce même niveau d'importance. Alors bien entendu, c'est utilisé, et on l'utilise chez nous, mais qui dit... Donc c'est très utilisé en interne ? Oui, c'est utilisé en interne et c'est utilisé dans nos produits. C'est-à-dire qu'on l'utilise aussi bien pour nos outils internes, mais ça fait partie intégrante des solutions que nous fournissons à nos clients. Alors, on utilise... Mais bien entendu, on ne se contente pas d'utiliser, puisqu'on doit faire partie des communautés, et donc bien entendu, de plus en plus, et ça a été progressif. On publie, on adopte, et puis il y a aussi toute une culture où, pour moi, l'open source est un vecteur d'excellence, et donc excellence à la fois dans les communautés, et donc le comportement dans les communautés quand on en fait partie, et puis quand on publie, il faut s'appliquer aussi ces valeurs d'excellence. On va quand même aller regarder quel est le niveau de sécurité aujourd'hui des logiciels open source. Renaud Labelle, vous qualifieriez ce niveau comment ? Parce que vous les voyez passer, ces logiciels, vous les auditez. Alors en fait, il est assez varié. C'est vrai qu'à une partie du spectre, on a des logiciels qui sont très scrutés, très regardés, des distributions Linux, des produits de sécurité. Vraiment, là, on est à l'état de l'art et on est ce qui se fait de mieux dans le domaine. Et puis, de l'autre côté du spectre, on peut avoir aussi des logiciels métiers, un logiciel de gestion de bibliothèque, un logiciel de RH, etc., qui peuvent être utilisés, par exemple, dans des collectivités territoriales. Et ces logiciels-là, ils n'ont pas forcément été créés avec la cybersécurité en tête. Et donc, parfois, le niveau de sécurité il est particulièrement faible. On a eu récemment un cas à Nancy où un tel logiciel était exposé directement sur Internet, et puis des attaquants se sont servis de ce logiciel comme d'une porte d'entrée, sont rentrés sur le système d'information d'une communauté, et puis ont réussi à chiffrer l'intégralité du système d'information. Quand l'ANSSI a voulu se tourner vers les développeurs pour corriger le logiciel, en fait, il y avait un développeur qui gérait le truc, et puis il gérait ça sur son temps libre, le week-end, pendant les vacances, et il nous a dit, moi, de toute façon, je n'ai pas la compétence pour corriger ce logiciel-là. Donc, on a quand même un spectre assez large, et l'idée générale, le logiciel open source, il est forcément de très grande qualité. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On a vraiment une grande diversité. Et il faut prendre en compte toute cette diversité. Alors, ça me fait penser donc à cette étude sur l'utilisation de l'open source qui va être révélée à 17h ici même, d'ailleurs dans cette salle, si vous voulez avoir tous les résultats. Mais ça montre un point assez paradoxal parce que on y découvre que les caractéristiques de stabilité, de fiabilité et de sécurité sont citées parmi les principaux freins à l'adoption de l'open source, mais aussi parmi les principaux bénéfices à l'utilisation de l'open source. Étonnant. Jérôme Notin, peut-être une réaction là-dessus. Est-ce que pour vous, c'est plutôt gage de confiance, le logiciel open source ? Alors indéniablement, pour moi, c'est gage de confiance, même si, comme l'a dit Renaud, quand il y a une petite communauté, quand il y a peu de contributeurs, on peut considérer que justement l'audit de code, même si c'est un bien gros mot, mais
l'analyse du code avec un œil d'expertise de sécurité by design sera moins réel qu'un logiciel massivement utilisé qui est potentiellement soutenu par une grande communauté, laquelle communauté peut éventuellement être financée par des grands acteurs, grands utilisateurs du numérique. Donc, mais après, ce qui est intéressant, c'est le concept et le modèle de société qu'on veut. Je pense qu'on peut considérer qu'on doit avoir une certaine doctrine d'utilisation by design de nos logiciels libres. Et ensuite, c'est plutôt au niveau opérationnel qu'on doit s'adapter pour justement, quand on est utilisateur ou quand on détecte que des logiciels libres ou pas libres, mais c'est beaucoup plus simple sur le logiciel libre, libre ou pas libre, ont une compromission, en tout cas une vulnérabilité, de faire que collectivement on puisse trouver les moyens pour que cette vulnérabilité puisse rapidement être corrigée. Ça veut dire qu'il y a un avantage par défaut qui est celui de la confiance, mais il y a encore du travail du côté de la communauté pour assurer que cette confiance ne fasse pas défaut, quoi. Vous parliez de ma vie d'antan. Animer une communauté de logiciels libres, alors c'était pas mon job, mais j'étais impliqué, vous l'avez dit aussi. Animer une communauté, je pense que c'est pas à vous que je vais l'apprendre, c'est très compliqué, c'est très long, c'est très chronophage. Il y a des égos dans le logiciel libre et c'est un moteur extrêmement positif parce que c'est la méritocratie. Quand on est contributeur dans une échelle jusqu'au kernel du noyau Linux, c'est qu'on a démontré qu'on avait une vraie expertise. Quand on a un bout de code à soi dans le noyau Linux, c'est parce que des pairs vous ont évalué et ont évalué la qualité du code que vous avez produite sur des points de vue techniques, en espérant qu'ils intégraient le concept de sécurité. Et c'est bien fait sur... voilà. Après, il n'y a pas que le moteur et le noyau, il y a évidemment tous les applicatifs qui sont derrière, mais oui, par principe, je pense qu'on peut plus avoir confiance dans le logiciel libre, tout simplement, par nature aussi, comme l'a dit Renaud et Philippe, je crois, c'est qu'on peut auditer le code. Quand vous êtes face à une boîte noire, vous devez considérer qu'elle fait ce qu'elle dit, elle fait ce qu'elle dit, elle dit ce qu'elle fait. Donc sur le logiciel libre, vous pouvez le vérifier. Quand vous en avez les compétences, une fois de plus, ce qui n'est pas mon cas. Philippe Carry, vous comprenez, vous, quand même, ces inquiétudes du côté des acheteurs sur la question de la sécurité des logiciels open source? Alors oui, on peut comprendre, et il y a toujours cette vieille rengaine que effectivement, qui dit open dit risque supplémentaire. Honnêtement, c'est aussi toute une éducation qu'on doit faire. Et nous, on est convaincus que c'est exactement le contraire, et ça a été dit, je pense qu'on le partage. Donc il y a la rengaine qui dit code ouvert veut dire qu'on peut imaginer détecter plus de failles. En réalité, on croit le contraire, parce qu'on peut, au contraire, auditer, comme on l'a dit, on peut appliquer tous les process de développement de continu et de correction. Et puis la dernière chose, c'est qu'il y a une réactivité des communautés qui fait qu'une faille, et ça c'est prouvé, corriger beaucoup plus rapidement sur un logiciel open source que sur des logiciels propriétaires. Donc vous iriez jusqu'à dire que le logiciel open source est plus sécurisé et sécurisant qu'un logiciel propriétaire? Enfin, pas toujours aller jusque... je pense qu'il y a de tout. Il y a de tout, mais je ne ferai pas de différence. Et globalement, je trouve que oui, je pense que c'est plutôt un gage de sécurité que le contraire. Et la capacité justement de la communauté à corriger les failles, c'est l'arme fatale en matière de cyber, Jérôme Notin. Alors avant de répondre à la question, juste compléter ce qu'a dit Philippe et aller dans le sens, c'est qu'en France, et dans d'autres pays, je pense que c'est moins le cas, en France, un grand acheteur a toujours la conviction qu'on ne va jamais le gronder si jamais il fait une erreur parce qu'il achète un gros faiseur. Je ne vais pas citer de marque, mais voilà. Et ça, on luttait contre ça il y a 10 ans, il y a 15 ans. Voilà, vous achetez de l'IBM, vous achetez du Microsoft, on ne va jamais vous embêter si le projet ne fonctionne pas. Si vous achetez un produit d'une start-up, qu'il soit libre ou pas libre, le sujet n'est pas là. Là, c'est plus compliqué. Donc voilà, on a une approche à faire évoluer. Et je pense là aussi, une fois de plus, que d'autres pays ont une vraie capacité d'intégrer l'innovation, ce qu'on a moins dans les grosses structures. Après, l'arme fatale du logiciel libre, alors sur le libre en lui-même, oui, bien évidemment, puisqu'il s'auto-corrige. Après, malheureusement, parce que c'est la vie de la société, mais il y a des produits propriétaires et des produits libres qui évoluent et qui se parlent aussi, puisqu'il y a des standards. Heureusement qu'on a des standards pour faire que différentes technologies puissent se parler ensemble. Donc l'arme fatale sur lui-même, oui. Après, par principe, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, moi je pense qu'effectivement, par nature, une infrastructure qui utilise le plus de logiciels possible sera plus sécurisée qu'une infrastructure qui utilise des logiciels propriétaires dont on a moins la capacité d'action.
Et si on veut davantage travailler sur cette sécurisation des logiciels libres, on fait comment, Renaud Labelle? Alors, il y a plusieurs méthodes. On a déjà, nous, à l'agence, des agents qui travaillent sur des logiciels libres au quotidien. Et donc, lorsqu'ils rencontrent des failles, ils essaient de les corriger. Mais ce n'est pas la méthode la plus efficace qu'on ait aujourd'hui. Ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on finance des évaluations qui sont réalisées par des laboratoires privés, des CESTI, des centres d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information. C'est des laboratoires qui sont agréés par l'agence. Et on finance des évaluations qui durent environ un mois homme. Et là, on a des experts qui vont regarder un logiciel libre en détail et qui vont essayer de voir s'il y a des failles dedans. Donc depuis 2017, on a financé 19 évaluations de logiciels libres. C'est des logiciels que l'agence choisit en fonction des besoins de ses grands bénéficiaires, les ministères, les collectivités territoriales, les hôpitaux. Et sur ces 19 évaluations, il y en a 5, juste 5, qui ont été jugés suffisamment bons pour pouvoir bénéficier d'un visa de l'ANSSI. À titre d'anecdote, par exemple, lors d'un de ces audits, il y a une vulnérabilité sur l'application Sudo qui a été trouvée, celle qui permet d'élever ses privilèges. Donc c'est vraiment efficace. D'autres idées pour renforcer la sécurité des logiciels open source? Faire comme nous qui ne sommes pas capables de... On ne peut pas toujours passer par l'ANSSI. Voilà, non, c'est ça, oui. C'est l'expertise du plus haut niveau. Peut-être, je dirais, l'utiliser. Une fois de plus, nous, on n'est pas capable de modifier du code, d'identifier des vulnérabilités, on est des simples utilisateurs. Mais par l'utilisation, on peut démultiplier justement l'impact du logiciel libre au niveau général. Et plus l'impact du logiciel libre sera important, plus mécaniquement, je pense, des gens vont s'y intéresser, des acheteurs potentiellement, comme on disait avec Philippe tout à l'heure. Et donc, des grosses structures qui ont les moyens, qui sont utilisatrices. On pense aux vulnérabilités SSL qu'il y a pu y avoir et qui étaient maintenues par très peu de personnes, alors que le protocole, l'implémentation en tout cas, est utilisé par par toute l'industrie de l'Internet. Donc voilà, que des gros phaseurs, des gros acteurs qui ont beaucoup d'argent, parce qu'ils font du logiciel propriétaire et du service, puissent quand même contribuer, en tout cas animer une communauté, financer une communauté, pour faire que globalement, effectivement, sur un point de vue sécu, puisque c'est la thématique de la table ronde, on élève le niveau de sécurité générale. Oui. Puis peut-être rebondir, parce que je pense que c'est vraiment un effet d'entraînement, parce que à partir du moment où il y a aussi des acteurs de la cybersécurité comme nous qui s'y intéressent, je vais prendre juste un exemple. On a un exemple assez réussi d'un logiciel qui s'appelle Freja, qui permet d'aider à la cybersécurité des déploiements en YAML. Et en réalité, c'est quelque chose dont on avait besoin en interne. Donc on l'a développé. Et puis après, on l'a mis en fait sur notre équivalent de l'open source, qui est de l'inner source, c'est-à-dire avec les mêmes pratiques mais en interne, de façon à ce que les gens en interne puissent l'utiliser. Et puis on a fini par le publier, et maintenant c'est utilisé par les communautés. Donc ce qui montre quelque part qu'on peut aussi contribuer à la cybersécurité avec les connaissances qu'on peut avoir en interne et dans l'ensemble des communautés open source. Alors il y a les cybermenaces au sens informatique du terme, et puis il y a les cybermenaces plus au sens souverain, protection des données. Et en ça, j'imagine que vous allez tous me dire, l'open source, oui, c'est une bonne façon de gagner en indépendance technologique. Type Carrier, peut-être. J'imagine que c'est un axe important chez Thales. Je pense que c'est un axe fondamental. C'est aussi pour ça qu'on est aussi de gros utilisateurs. Je pense qu'il y a deux choses à avoir. Je pense qu'il y a une notion de souveraineté technologique derrière l'open source. Et là-dessus, je citerai bien entendu l'open source software, mais aussi l'open source hardware, et ceci de plus en plus, parce que ça crée une forme d'indépendance. Et puis n'oublions pas que ça nous donne aussi la liberté des choix que l'on a d'exportation sans avoir nécessairement à tomber sous des lois extraterritoriales où on n'a plus la décision, où on doit demander des autorisations. Et donc c'est quelque chose que l'on prend en compte. Et en particulier là, sur l'open source hardware cette fois-ci, c'est quelque chose sur lequel on est très impliqué en ce qui nous concerne, sur lequel ça commence à vraiment apprendre. On anime un groupe qui est le CVA6,
et pour lequel on voit des grands du domaine, je pense à Red Hat, je pense à d'autres qui commencent à s'y intéresser très fortement. Philippe Carrier, cette stratégie d'indépendance technologique, c'est évidemment très important pour la France, sur tous les systèmes critiques. Et je voulais savoir justement quelle était la place de l'open source dans cette stratégie. Renaud Labelle. Oui, à l'ANSSI, on est particulièrement concerné par l'idée d'indépendance. C'est vraiment quelque chose qui est par l'idée d'autonomie technologique. Aujourd'hui, on essaie de pousser cette idée-là déjà en interne. On aide la communauté, enfin, un écosystème industriel à développer des offres technologiques qui sont maîtrisées par la France. On essaie aussi de pousser cette idée-là au niveau européen. Et ça se traduit concrètement par des programmes d'investissement qui font du développement capacitaire ou d'innovation. Je pense par exemple au programme Europe numérique, un programme européen qui justement finance de l'indépendance technologique. Et puis en France, on a la stratégie d'accélération dans le domaine cyber du programme France 2030. Ces programmes donc, financent de l'indépendance technologique, mais ne sont pas forcément ciblés sur l'open source. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas forcément une stratégie particulière de développement de l'open source pour faire de l'indépendance technologique. Par contre, à titre, l'agence est quand même intimement convaincue que l'open source a toute sa place à jouer pour l'indépendance technologique. Et concrètement, aujourd'hui, les solutions qui sécurisent l'État au plus haut niveau, elles sont très souvent basées sur des briques open source qu'on réutilise. On les réutilise parce qu'elles sont de très bonne qualité et parce qu'on peut les maîtriser. Donc pas officiellement, en tout cas, l'open source, ce n'est pas officiellement un outil pour travailler la souveraineté, mais vous dites dans les faits, oui. C'est le cas. Ok. Je crois que j'avais noté que vous aviez une question pour Philippe Carrier. Faut en profiter, il est à côté. Donc, ma question, c'est juste, vous avez dit tout à l'heure que vous utilisez, vous intégrez des logiciels open source dans vos solutions, mais justement, comment est-ce que vous gérez peut-être la problématique de la sécurité en interne Thales sur la partie open source? Déjà, en fait, on va traiter les solutions open source que l'on utilise comme toute solution. Et par ailleurs, ce qu'on essaye, c'est aussi, et c'est jamais toujours simple, mais d'avoir une vue assez exhaustive sur ce qu'on utilise, de façon à pouvoir, je dirais, avoir aussi une capacité de correction lorsqu'il y a une faille qui est découverte, de façon à pouvoir en fait maintenir nos solutions au meilleur niveau. De la même façon, vous aviez une question pour Monsieur Labelle. Alors qui est une question, je dirais sur la certification. Presque, vous laisser, tous les presque collective. Moi aussi. Parce que quelque part, ce qui est formidable dans l'open source, comme on le disait, c'est la réactivité. C'est la capacité d'avoir des développements très rapides, c'est la capacité d'avoir des corrections très rapides. Et ça ne fait pas forcément bon ménage avec une certification qui prend du temps. Et donc, comment collectivement on peut essayer de répondre à ce problème? C'est vrai ce que j'ai mentionné tout à l'heure, les évaluations qu'on finance, c'est des évaluations qui sont assez coûteuses, qui prennent du temps et qui ne passent pas vraiment à l'échelle. Et comme vous le soulignez, c'est des évaluations qui s'effectuent sur un produit à un instant T et qui ne prennent pas en compte le fait que le produit va évoluer rapidement. Ce qu'on est en train d'étudier, c'est des façons d'évaluer la qualité d'un logiciel open source sur d'autres critères. Déjà, on peut penser au langage de programmation. Il y a des langages de programmation qui sont plus sécurisés que d'autres. On peut penser aussi à la taille de la communauté qui maintient le logiciel. Est-ce qu'il y a dedans des experts dans le domaine de la cybersécurité ou pas? On peut voir aussi la rapidité de réaction lorsque des vulnérabilités sont découvertes. Tout ça, c'est des indicateurs qui sont externes, qui ne nécessitent pas une évaluation de 30 jours par un ingénieur de très haut niveau, et qui nous permettent quand même d'avoir une photo de la qualité d'un logiciel open source. Et notre objectif, nous, en interne de l'agence, c'est surtout de sécuriser les bénéficiaires, donc l'ensemble de
Ça peut être les hôpitaux, les administrations, les collectivités territoriales. Et il faut absolument qu'on trouve un moyen pour les renseigner sur la qualité des logiciels qu'ils utilisent et qu'ils soient capables, lorsque les logiciels sont, lorsque la communauté est plus petite ou lorsqu'il n'y a pas vraiment un niveau de sécurité très élevé, il faut qu'ils le sachent, il faut qu'ils puissent prendre des mesures périphériques de sécurisation, par exemple, ne pas exposer directement les logiciels sur Internet, les mettre dans des enclaves, etc. Donc voilà, on travaille sur d'autres méthodes de confiance. Alors moi j'avais une question sur la partie politique, réglementaire, donc beaucoup de textes se jouent en ce moment à Bruxelles. Le Cyber Resilience Act a généré beaucoup d'inquiétudes au sein de la communauté open source. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui, Renaud Labelle, et est-ce que vous estimez que le libre et l'open source a été entendu ? Alors donc le Cyber Resilience Act, c'est un projet de règlement européen qui vise à inclure des mesures de cybersécurité, on va dire plutôt basiques, dans les produits qui arrivent sur le marché européen. Dans l'idée, l'ANSSI ne peut être que favorable à une élévation du niveau de sécurité des produits. Donc bien sûr que c'est une initiative qu'on soutient. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs du monde du logiciel libre qui se sont un peu émus parce que ce Cyber Resilience Act, il ne s'applique pas très bien au monde de l'open source. Il y a des difficultés particulières qui sont dues au fait que l'open source, ça ne marche pas pareil que les logiciels propriétaires. Et donc il y a beaucoup de remontées qui ont été faites à la Commission européenne dans ce sens. Et les négociations du règlement sont toujours en cours, donc on ne peut pas s'engager. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'on a l'impression que la Commission a entendu ces critiques. Et donc on peut espérer qu'elles vont être prises en compte pour faire évoluer le règlement dans un sens plus favorable. Merci. Philippe Carrier. Oui, non, et je vais complètement dans ton sens. Je pense qu'on commence à voir des mouvements, en particulier, où s'appliquerait en fait le CRA, en particulier à la revente d'un logiciel complet, et pas forcément à chacun des contributeurs d'une communauté open source, qui était vraiment l'immense problème au départ, quoi. Oui, juste pour compléter, on a la chance en France d'avoir quelques parlementaires qui ont identifié le sujet, qui ont bien compris tous les enjeux, qui suivent ça, et donc qui font un travail aussi au niveau de l'Europe d'explication des enjeux du projet par rapport aux communautés des logiciels libres. Est-ce que d'ailleurs, Jérôme Notin, puisqu'on a une assistance d'open source devant vous, qui veut s'intéresser, qui veut travailler ce sujet de la cybersécurité, votre mission, c'est de davantage protéger cet espace numérique. Vous avez peut-être des choses à leur dire, à leur demander, un message à faire passer? Alors, la mission de protection, c'est chez Renault. Nous, on est mission d'assistance des victimes et protection de leurs infrastructures, mais au sens utilisateur, donc entreprises et collectivités. C'est peut-être ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, je pense que je prêche à une communauté qui est assez convaincue s'ils sont présents dans la salle et sur cet événement aujourd'hui. Mais voilà, nous, vous l'avez compris, ma conviction, c'est que le logiciel libre est quand même quelque chose de très positif. Mais on n'a pas cette possibilité au sein de notre dispositif. On est 20 agents avec des missions importantes et des moyens relativement peu importants. On n'a pas les moyens de contribuer au logiciel libre. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait d'être utilisateur, de le dire, voilà, nous, l'ensemble, tous nos postes de travail sont sous logiciel libre, les serveurs évidemment, l'infra est exploité par des logiciels libres, quelques sondes et quelques produits qualifiés par l'ANSSI de produits de protection qui sont propriétaires, parce que là on n'a pas le choix. Mais voilà, donc si je peux répondre plus directement à votre question, je pense là encore que le public aujourd'hui est utilisateur. Donc à minima, soyez utilisateur du logiciel libre, consommez du logiciel libre, et comme l'a dit Philippe tout à l'heure, ça créera une émulsion et ça tirera la communauté du libre vers le haut, et en particulier sur des aspects cyber. Renaud Labelle, un projet peut-être de l'ANSSI qui peut intéresser la communauté open source là, qui est devant nous? Alors, donc, je vais reprendre un peu ce que je disais tout à l'heure. Donc, on va travailler sur des nouvelles méthodes d'évaluation du logiciel. Donc, on a décrit tout à l'heure la certification. Il y a aussi des indicateurs externes. On a aussi d'autres méthodes qu'on est en train de tester, des bug bounty, des choses comme ça. Donc, pour essayer de faire monter le niveau global des logiciels. Donc, ça, c'est des choses qui sont déjà en cours. Et puis, on va travailler. On a le projet de travailler avec la DINUM, la Direction interministérielle du numérique, qui est quand même
qui fait la promotion assez largement du logiciel libre dans l'ensemble de l'administration. Aujourd'hui, elle a listé sur son site internet plein de logiciels libres qu'elle recommande, dont elle recommande un peu l'utilisation. Et nous, ce qu'on aimerait bien, c'est travailler avec eux pour qu'en face de chacun de ces logiciels, il y ait un petit indicateur qui permette de dire aux utilisateurs, voilà, ce logiciel, il est bien sécurisé, il est moins bien sécurisé. Ça sera vraiment quelque chose de très utile pour que voilà, les utilisateurs aient la conscience de ce qu'ils sont en train d'utiliser et qu'ils puissent justement prendre des mesures additionnelles de sécurité lorsque ça s'impose. Et comment on peut participer ? Alors, aujourd'hui, c'est un peu difficile. Il faut qu'on réfléchisse un petit peu en interne pour avoir des idées un peu claires. Je pense que s'il y a des gens dans la salle qui ont des idées sur des indicateurs qui pensent être pertinents, voilà, bah ça pourrait nous être utile parce ou connaissance peut-être de fondations, d'associations qui font déjà la promotion de tels indicateurs ou qui ont déjà des indicateurs comme ça, qui vérifient le niveau de cybersécurité des logiciels qu'elles gèrent, ça serait forcément utile. En fait, on va faire feu de tout bois, je pense, pour arriver à se faire une idée sur la sécurisation des logiciels. Ah, super. C'est l'intérêt aussi que vous soyez présents ici. La même question, vous avez un message à faire passer aujourd'hui ? Le message, c'est qu'on a besoin de vous et on a besoin de vos communautés pour tous les développements qu'on peut faire dans un groupe comme le nôtre. Juste aussi partager qu'on a aussi conscience de nos responsabilités parce qu'on ne peut pas se positionner qu'en utilisateur du logiciel libre. Mais imaginez aussi que c'est un long processus dans un groupe comme le nôtre. On fait du progrès. Quand je vois aujourd'hui le nombre de logiciels qu'on utilise, mais les endroits et les communautés où nous commençons à publier, les endroits où on prend nos responsabilités, comme je le disais sur l'open source hardware, je pense qu'on fait pas mal de progrès. On applique aussi les méthodes en interne, comme je le disais, sur l'inner source. Donc je pense que le positionnement de Thales évolue progressivement et est en train de trouver sa place dans le monde open, qu'il soit d'ailleurs open source ou open standard, qui sont absolument fondamentaux. Donc voilà, on a besoin de vous et puis on va essayer de continuer à contribuer et d'augmenter notre contribution dans les communautés. Merci beaucoup. Vous avez peut-être une question dans la salle avant que je libère nos experts ? Ah oui. Vous avez besoin d'un micro ou... Non, juste, vous avez souligné à juste titre à quel point c'était facile de trouver et fixer les plans de sécurité, mais encore faut-il les déployer. Et donc, est-ce que vous prévoyez quelques incitations à forcer le déploiement des fixes de sécurité ? Comme vous avez parlé d'open source hardware, déploiement de fixe hardware. Alors, concernant votre première question, qui est est-ce qu'on a des moyens de forcer le déploiement ? L'ANSSI, lorsqu'il s'agit d'avoir des obligations de déploiement, elle a un périmètre qui est assez restreint, qui est les systèmes d'information de l'administration. Et là, on a un mécanisme d'injonction. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'il y a eu la faille dans Log4j, que tout le monde connaît, l'ANSSI a sorti un document, une petite note qui dit à toutes les DSI de l'administration, vous avez 10 jours pour corriger, débrouillez-vous. C'était un peu le message. Après, est-ce qu'ils l'ont fait ? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà ce qu'on peut faire. Ensuite, l'ANSSI est aussi, gère les vulnérabilités, on héberge le CERT. Donc là aussi, on peut communiquer plus largement sur les vulnérabilités. Je sais que de temps en temps, pour la communauté des industriels qui tourne autour de la cybersécurité, qui tourne autour de l'ANSSI, on a une newsletter que lorsqu'il y a des vulnérabilités particulièrement critiques, on leur signale pour qu'ils puissent mettre à jour leurs produits. En ce qui concerne le hardware, la situation est à mon avis plus complexe. Je n'ai pas vraiment de réponse. Merci beaucoup. Oui, Jérôme ? Vous voulez dire juste un mot ? Non ? Alors ça va être plus long qu'un mot, mais s'il faut dire qu'un seul mot. Un mot et demi alors. Alors, avec l'ANSSI, on a imaginé un dispositif qui s'appelle Alerte Cyber. Alors ça ne concerne pas uniquement le logiciel libre, hein, c'est quand il y a
une vulnérabilité qui a un score élevé, qui est exploitée, mais qui a un correctif, eh bien, à travers les membres de notre dispositif, donc l'Association des maires de France, le MEDEF, la CPME, l'UDP, on diffuse cette alerte au plus grand nombre pour que justement, pour répondre à votre question, l'utilisateur puisse faire sa mise à jour, logiciel libre ou logiciel propriétaire confondu. Merci beaucoup Jérôme, Renaud et Philippe. Merci, on les applaudit. Et donc c'est l'heure d'accueillir le ministre chargé du numérique, Jean-Noël Barrot. Bonjour Jean-Noël. Très bien. Je vous donne un micro. Voilà, parfait. Alors, Monsieur le ministre, je ne sais pas à quel point vous connaissez cette communauté de l'open source, mais elle est en plein dans l'actualité en ce moment, notamment depuis la déclaration du président de la République, Emmanuel Macron, qui nous a dit eh bien, il faut faire de l'open source une force pour la France. Comment votre ministère s'empare de ce sujet? Qu'est-ce que vous entendez? Je ne pense pas que la force du secteur du logiciel libre date de la déclaration récente du président de la République. Je pense que ça fait bien longtemps que la France est fière de ce secteur, qu'elle s'appuie sur celui-ci et qu'elle défend ses intérêts chaque fois qu'ils sont engagés. Et c'est le cas en ce moment, puisque en Europe s'est construit progressivement ces 5 dernières années je dirais un édifice réglementaire pour l'économie et la société numérique, et que dans ce contexte, la France, qui a porté une partie du fardeau, puisqu'elle a présidé l'Union européenne pendant 6 mois, au premier semestre 2022, la France a à cœur de promouvoir l'open source en général et de le défendre lorsqu'il est embarqué dans des régulations qui visent en premier lieu le logiciel fermé sans se préoccuper de l'impact que cela peut avoir pour la vitalité du logiciel libre et de l'open source. Alors, comment votre ministère justement le défend, cet open source? Eh bien, en exprimant ses positions. Lorsque des textes européens sont en cours d'examen, comme c'est le cas du Cyber Resilience Act, du règlement sur la cyber-résilience ou du règlement sur l'intelligence artificielle, nous exprimons à tous les étages, dans les réunions techniques, dans les réunions de ce qu'on appelle les ambassadeurs, c'est les co-repères, et au Conseil, qui réunit les ministres du numérique et des télécoms, nous exprimons, je dis nous parce que ça a été vrai de mes prédécesseurs aussi, nos positions. Et pour cela, on sait évidemment pouvoir se tourner et se documenter, se renseigner auprès des acteurs de l'écosystème français, qui est sans doute l'écosystème le plus dynamique d'Europe et de loin. Et on est toujours attentif aux positions prises par le CNLL et son président, et par nos amis du monde du libre, de manière à ce qu'on puisse apporter à la table des discussions les bonnes positions et emporter la conviction de nos amis européens. Et alors, aujourd'hui, vous pouvez rassurer l'auditoire vis-à-vis du Cyber Resilience Act? Sur le Cyber Resilience Act, on a entendu les inquiétudes et on les partage. On les a donc exprimées à tous les niveaux. Mon sentiment, c'est qu'ils ont été entendus. La prochaine étape va être d'examiner attentivement le compromis qui a été trouvé, ou l'accord informel qui a été trouvé entre le Parlement et le Conseil, représenté par l'Espagne ce semestre. Lorsqu'un tel compromis est trouvé, il est présenté ensuite en ce qu'on appelle le co-repère, donc dans la réunion des ambassadeurs. Et c'est à cette occasion qu'on va vérifier que nos exigences ont bien été respectées. Quelles étaient-elles nos exigences? Eh bien, de différencier le logiciel ouvert et le logiciel fermé, d'exonérer le logiciel libre d'un certain nombre des obligations ou des charges juridiques que le règlement sur la cyber-résilience entend faire peser sur les éditeurs de logiciels, de manière à ce que les choses soient équilibrées et efficaces, puisque lorsqu'on est ouvert, par définition, on est soumis au contrôle démocratique permanent,
Et donc, on doit pouvoir s'exonérer d'un certain nombre des contraintes de ceux qui opèrent des boîtes noires, d'une part. Et puis, d'autre part, lorsqu'on est ouvert et qu'en plus, on est à but non lucratif, qu'on fait ça d'une manière collaborative, eh bien, on ne peut pas imaginer supporter des contraintes qui s'imposent à des acteurs commerciaux. Donc, dans ces deux dimensions, la dimension de la transparence et la dimension du caractère lucratif, on a plaidé pour qu'il y ait une gradation dans les obligations. Un accord a été trouvé il y a quelques jours entre la présidence et le Parlement. Nous allons examiner cet accord dès qu'il nous sera présenté et veiller à ce que nos exigences soient bien respectées, sans quoi eh bien, nous remonterons à l'assaut. Parce que dans l'open source, il n'y a pas que du but non lucratif. C'est ça l'inquiétude, tout à fait. Sur la question de la souveraineté, on en parlait juste avant lors de la table ronde sur la question de la cybersécurité et de l'open source, le lien entre les deux. Est-ce que vous voyez l'open source comme une manière justement de travailler, de gagner notre indépendance technologique, notamment dans le domaine de l'IA ? Je pense qu'il y a un double dividende au logiciel libre. Le premier dividende, c'est celui de la transparence. Et avec les inquiétudes qui entourent l'émergence des modèles à vocation générale, il n'y a pas de meilleur remède que l'ouverture et la transparence pour rassurer les utilisateurs en permettant une appropriation et un contrôle démocratique sur les solutions logicielles. Donc ça, c'est le premier dividende. Le deuxième dividende, c'est la garantie d'une concurrence équitable, ce qui a très largement fait défaut à l'économie numérique de ces dernières années. Je pense que là aussi, à la fois au niveau européen, mais même au niveau international, grâce à la France, grâce au président de la République et grâce à moi, nous avons quelque part emporté une bataille. Nous n'avons pas encore gagné la guerre, mais nous avons emporté une bataille. Cette bataille, vous la connaissez, c'est celle que les acteurs de l'IA, disons, fermés, voulaient précipiter en nous disant que la seule solution pour sécuriser le monde et éviter l'extinction humaine, c'était de fermer les modèles. Et pour s'en convaincre, il suffit d'aller sur le site d'OpenAI. Sur le site d'OpenAI, vous avez un manifeste. Et je parle du site avant, je n'ai pas été revoir depuis, mais avant le changement de gouvernance. Avant le changement de gouvernance, avant le sommet IA de Bletchley Park au Royaume-Uni sur les risques extrêmes et l'extermination de l'espèce humaine, vous aviez donc un manifeste sur le site d'OpenAI où les équipes d'OpenAI expriment leurs objectifs. C'est très intéressant. Jusqu'à ce qu'on arrive au chapitre Safety, au chapitre Sécurité. Et le chapitre Sécurité, il est relativement court. Il indique tout simplement que pour nous prémunir contre tous ces risques extrêmes liés à la technologie que ces braves gens ainsi que d'autres développent, il faut fermer les modèles. Et donc, ces équipes ainsi que d'autres sont venues à Bletchley Park plaider en faveur d'une fermeture des modèles comme assurance vie de l'humanité contre les risques extrêmes de l'intelligence artificielle. Et cette idée-là avait commencé à prospérer très sérieusement et à infuser dans le débat public. Nous lui avons fait échec, puisque nous sommes allés à Bletchley Park en rappelant tout ce que l'open source avait apporté en termes, je dirais, de discipline démocratique, mais aussi de discipline technologique sur les générations précédentes d'innovation technologique, et qu'on ne pouvait pas écarter du revers de la main l'idée que l'open source fait partie de la solution plutôt que de le désigner comme l'origine du problème. Et que bien au contraire, c'est dans l'open source qu'il allait falloir chercher les voies et moyens, y compris pour cette question de la prolifération des modèles et leur appropriation
pour leur utilisation à des fins malveillantes, la solution à ces problèmes-là. Et je pense que nous l'avons emporté, puisque ce qui est ressorti de ce sommet Bletchley Park, dont la vocation initiale, ou en tout cas dont certains auraient voulu qu'il se conclue sur l'idée qu'il fallait fermer les modèles, n'a pas du tout conclu dans ces termes-là. Il a conclu dans des termes beaucoup plus nuancés, qui consistent à dire que l'open source fait partie de la solution. Peut-être qu'il ne faudra pas que tous les modèles soient open source dans toutes circonstances, en tout lieu, en tout temps, mais que c'est dans les solutions open source qu'on doit trouver l'un des moyens de régler les problèmes liés à l'utilisation malveillante des grands modèles de langage ou des modèles de fondation. Maintenant, je voudrais faire une remarque connexe. Parce que l'open source, c'est un concept logiciel, mais c'est aussi un esprit. Et là, je veux parler de l'esprit du deuxième dividende que j'évoquais tout à l'heure, qui est celui de la concurrence équitable. J'ai passé beaucoup de temps ces dernières semaines et ces derniers mois, jusqu'à hier à Bruxelles, à réfléchir à la bonne architecture pour le règlement sur l'intelligence artificielle, qui est un règlement produit, hein, c'est-à-dire un règlement comme on en a pour les ascenseurs, les extincteurs et les jouets, qui dit que si vous mettez sur le marché européen un système d'intelligence artificielle à haut risque, qui peut engager la santé, la sécurité, la dignité humaine, alors vous devez obtenir un marquage CE, et pour obtenir ce marquage CE, vous devez vous conformer à un certain nombre d'obligations de documentation, d'audit préalable à la mise sur le marché, et vous devez vous tenir à ces engagements, sans quoi que se passe-t-il ? Que se passe-t-il quand un ascenseur, un extincteur ou un jouet ne respecte plus les obligations afférentes au marquage CE, ou un smartphone, au hasard l'iPhone 12 ? C'est le retrait-rappel. Donc c'est un règlement qui, dès ses origines, est particulièrement exigeant, et évidemment le plus exigeant du monde. Bon. Depuis, on a vu apparaître les grands modèles de langage. Donc il y a un grand débat entre le Parlement qui voudrait utiliser ce règlement sur l'intelligence artificielle, ce règlement sur le marquage CE, pour traiter de tous les sujets liés aux grands modèles de langage. Nous y sommes opposés parce que nous considérons qu'on ne régule pas une technologie, on régule les usages, et qu'une technologie a plein de dimensions qui méritent d'être régulées, mais pas dans un même règlement. Hein. Facebook, ou les réseaux sociaux, ils sont régulés pour la vie personnelle avec le RGPD, pour la responsabilité sur les contenus illicites par le DSA, pour les questions de concurrence par le DMA, pour les questions de respect de la propriété intellectuelle par la directive des droits voisins, et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne va pas, dans la dernière ligne droite de la discussion d'un règlement sur l'intelligence artificielle, qui a duré 4 ans, on ne va pas se précipiter pour traiter de toutes les questions de l'IA. Et ce que je voudrais dire, c'est que tout cela nous occupe beaucoup ces derniers temps. Mais en réalité, ce qui est le plus préoccupant pour moi, ce n'est pas la prolifération des grands modèles de langage. Ce n'est pas la question des droits d'auteur qu'il nous faudra traiter, mais ce n'est pas le problème principal. Le problème principal que nous sommes en train de vivre et auquel il faut que nous réagissions de manière très forte, c'est la perpétuation de la suprématie d'une petite poignée d'acteurs dans le domaine du contrôle de l'accès à l'hébergement et à la puissance de calcul. OpenAI, Mistral, Anthropic, tout ça c'est formidable. Ce sont des équipes de chercheurs extraordinaires qui sont en train de faire des découvertes majeures, etc. Mais c'est la pointe émergée de l'iceberg. L'iceberg, ce sont les dizaines de milliards de dollars qui sont investis par une toute petite poignée d'acteurs pour capter toute la puissance de calcul disponible sur la planète, d'une part, et ensuite investir le cash qui leur reste au capital de ces petites sociétés que sont OpenAI, Anthropic, Mistral et d'autres, enfin, en tout cas, surtout OpenAI et Anthropic, mais il y en a d'autres, investissements qui se chiffrent eux-mêmes en milliards, voire en dizaines de milliards, et qui sont consacrés à quoi ? Par ces petites entreprises, ces petites PME du modèle de langage, qui sont consacrés à louer à cette même poignée d'acteurs la puissance de calcul. Il y a quelque chose de formidablement circulaire qui s'apparente à un recyclage de rentes de monopole constituées depuis 10 ans
et à la captation, si l'on peut dire, de la killer app pour continuer de se préserver une situation d'ultra-dominance sur les marchés. C'est ce problème-là qu'il va nous falloir résoudre. Nous avons su, grâce à la France, avec l'Union européenne, prendre des mesures assez radicales pour mettre fin à des pratiques déloyales. C'est le cas dans le DMA et c'est le cas dans le règlement sur les données que le projet de loi que je porte aujourd'hui au Parlement anticipe en disant qu'il sera interdit de facturer des frais de transfert quand on passe d'un hébergeur à un autre, qu'il faudra pouvoir multi-clouder, donc pouvoir avoir de l'interopérabilité. Ce n'est pas tout à fait la question du libre, mais vous voyez qu'on en est proche. C'est la question de la captation de la puissance de calcul et du contrôle d'accès dans une logique d'ultra-dominance qui va s'imposer à nous si nous ne faisons rien. Donc ce que je dis, c'est que aujourd'hui se terminera peut-être la discussion ou la discussion politique sur le règlement sur l'intelligence artificielle. Oui, la fin du trilogue, c'est aujourd'hui, ce soir. S'il faut convoquer un nouveau trilogue, j'ai pas de problème à cela. Nous avons besoin d'un bon accord sur les questions dont traite le règlement sur l'IA. Mais ce que je veux dire ici, c'est que le travail de régulation n'est pas terminé, non seulement parce qu'il faudra traiter la question des droits d'auteur, de la compatibilité avec le RGPD, et tout un tas d'autres choses, mais surtout parce qu'il nous faudra prendre à bras le corps ce problème que je viens de présenter, qui est le risque de voir se reconstituer une ultra-domination dans le domaine de l'accès à l'hébergement et la puissance de calcul, qui est un problème fondamentalement lié aux possibilités de développer de manière ouverte et libre les logiciels dont nous avons besoin. Et puis il y a aussi cette question de comment faire pour que la valeur créée par ces modèles open source ne servent pas uniquement des intérêts privés, mais aussi l'intérêt général. J'imagine que ça, c'est un sujet sur lequel vous réfléchissez, vous travaillez. Absolument. Et comme vous le savez, enfin comme un certain nombre d'entre vous le savent, le président de la République à Vivatech avant l'été avait déjà parlé d'open source et avait, aux côtés des annonces qui concernent le développement des talents, 500 millions d'euros consacrés au développement de clusters de formation et de recherche en IA, aux côtés des annonces concernant la base installée de puissance de calcul en France, avec le renforcement de Janzay, 50 millions d'euros, notre supercalculateur, celui-là même qui a permis au modèle Bloom ouvert d'être entraîné. Il a annoncé un appel à projet pour les communs en matière d'IA, avec deux objectifs. Le premier, c'est de soutenir le développement de jeux d'apprentissage pour les modèles d'IA issus de la langue et de la culture française, avec une claire incitation aux acteurs qui sont dépositaires d'une partie de ce patrimoine, des BNF, des INA et d'autres, à former avec des acteurs du logiciel des consortiums de manière à pouvoir créer des jeux de données équilibrés, ouverts, sous licence éventuellement, mais qui permettent un entraînement raisonnable et raisonné, si l'on peut dire, des modèles d'intelligence artificielle à venir, dans une logique de commun. C'est-à-dire, venez en France, plutôt que d'entraîner vos modèles sur l'Internet, vous pourrez entraîner ou raffiner vos modèles sur des jeux d'apprentissage de qualité. Et vous connaissez le proverbe auvergnat, garbage in, garbage out. Si on a des jeux de données qui sont équilibrés, on aura à la sortie des modèles qui le seront sans doute un peu plus. Donc, le premier objectif, c'est ces jeux d'apprentissage. Et le deuxième, c'est de soutenir des communs, des modèles, donc des modèles open source qui ont une vocation d'intérêt général, qui peuvent être développés par des acteurs qui ensuite les utiliseront dans diverses applications, y compris des applications commerciales. Et là aussi, l'idée est de susciter la formation de consortiums entre des acteurs de l'IA, des acteurs du libre, pour produire des solutions. On a reçu beaucoup de candidatures à cet appel à projet, et je m'en félicite. Cela signifie qu'il y avait sans doute une attente, et c'est une manière très concrète pour nous de soutenir le développement de l'open source en matière d'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci.
On va parler de responsabilité maintenant avec Véronique Turner qui me rejoint sur scène. Bonjour Véronique. Véronique Turner, donc présidente de Numéum, le syndicat professionnel de l'écosystème numérique que vous connaissez très bien, et Véronique Turner également cofondatrice et directrice générale d'Alterway du groupe Smile, entreprise de services spécialisée dans les technologies open source. Et vous allez nous aider à répondre à cette question, à comment l'open source peut participer à l'émergence d'un numérique plus responsable. Bon, écoutez, déjà, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être là ce matin. Je vais remercier Jean-Luc, Laurent et puis Clément pour cette invitation. Je ne pouvais pas manquer ce rendez-vous incontournable des acteurs de l'open source, ce grand rendez-vous qui s'est installé au fil des années comme une grande rencontre européenne. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, l'open source et moi, c'est quand même une très longue aventure, une très longue histoire, une histoire de conviction qui a démarré en 2006 avec la création de mon entreprise, Alterway, que j'ai co-créée avec Philippe Montargès, qui est là, mon ami Philippe, et puis qui aujourd'hui se poursuit avec Marc Palazon et le groupe Smile, qui est le leader aujourd'hui des services numériques en open source en Europe. Et je pense qu'on peut se féliciter, vu ce qui vient d'être partagé, on peut se féliciter qu'aujourd'hui, le leader en Europe des services numériques, c'est une entreprise française. Alors, je ne suis pas là ce matin pour vous parler avec ma casquette Alterway Group Smile, mais parce que il y a quelques mois de ça, j'ai pris la présidence de Numéum. Alors, en quelques mots, Numéum, pour rappeler ce que c'est, on est un syndicat patronal, puisqu'on porte au travers de la Fédération Syntec la convention collective. Syntec, certains nombre d'acteurs ici sont certainement assujettis à cette convention collective. Et puis, c'est la première organisation des professionnels du numérique en France, avec 2500 adhérents qui pèsent 85% du chiffre d'affaires du secteur. Et évidemment, au sein de Numéum, nous avons une très grande communauté d'acteurs d'open source. Alors, vous l'aurez certainement noté, c'est que, en plus d'être la première femme élue à la tête de cette organisation professionnelle, c'est la première fois également qu'il y a un acteur de l'open source qui prend ce mandat. Et donc, je pense que c'est deux symboles très forts qui marquent un changement d'époque. Alors, en effet, Numéum et l'open source, c'est aussi une très longue histoire. Une histoire qui est un peu plus tumultueuse, puisque ça a démarré avec une scission à l'époque au niveau de Syntec Informatique. C'est la création de l'AFDEL. On est en 2005 et l'AFDEL se crée parce qu'il y a des éditeurs qui sont inquiets de l'émergence du logiciel libre. Donc il y a très longtemps, je vois Frédéric qui se rappelle de cette vieille histoire. Depuis, le temps a passé. L'AFDEL est venu Tech in France, Syntec Informatique est devenu Syntec Numérique. Et puis, il y a 3 ans, Tech in France et Syntec Numérique se sont rapprochés, se sont mariés pour donner naissance à Numéum. Et aujourd'hui, il y a toujours des débats dans notre écosystème. Avec 2500 entreprises, forcément, il y a des débats. Mais aujourd'hui, ce sont des échanges qui sont constructifs, au service d'une vision qui est partagée, convergence du numérique pour la France et pour l'Europe. Donc près de 20 ans se sont écoulés et oui, on réalise aujourd'hui en fait qu'il y a eu beaucoup de changements. Et aujourd'hui, ces derniers mois, avec l'arrivée de la révolution de l'intelligence artificielle générative, on prend encore conscience de la place de l'open source. Alors ça a été dit sur cette matinée, et je vais peut-être rappeler, c'est vrai, que quelques éléments. Déjà, les 300 millions d'euros d'investissement qui ont été annoncés par Iliad et CMA-CGM à Station F il y a quelques semaines de cela, pour la création d'un laboratoire d'intelligence artificielle en open source. Une volonté politique très forte, notre ministre Jean-Noël Barrot vient de le dire. Moi, je ne peux pas m'empêcher de reciter précisément les mots de notre président sur l'open source, justement lors de cet événement. Je crois fortement à l'open source et nous devons en faire une force pour la France, une force française. Et donc ça, je pense que c'est une vraie révolution. Je n'avais pas encore entendu un seul président de la République parler aussi souvent de technologie et d'open source.
Donc ça, c'est vraiment un changement de cap. Ce changement de cap, on l'a vécu à plusieurs reprises ces dernières années. À chaque fois qu'il y a eu des grosses révolutions technologiques, on a toujours identifié que l'open source était une clé, était une brique essentielle de ces avancées technologiques. Aussi bien dans le monde des services que le monde du logiciel, aussi bien pour les pure players que les grands généralistes. Alors, en tant que nouvelle présidente de Numéum, j'entends porter la voix des acteurs du numérique et j'entends porter un nouveau projet. Bien évidemment, ce nouveau projet, il s'adresse également à l'écosystème open source. Alors, ce nouveau projet est un projet d'impact. C'est un projet qui va s'articuler autour de 2 axes forts, rayonner et fédérer. Rayonner pour porter la voix de toutes nos entreprises en Europe. Et cela a été dit, là, partagé à l'instant, l'Europe, il y a des enjeux importants autour de la régulation, la réglementation, au niveau national, mais également partout dans les territoires. J'y reviendrai dans un instant, c'est une priorité de mon mandat, les régions. C'est ce que nous faisons de porter la voix des acteurs de l'open source au travers de notre commission open source, qui existe maintenant depuis une dizaine d'années, et qui est animée aujourd'hui par Marc Palazon, qui est le président du groupe Smile, avec le soutien de Benjamin Jean, qui est le président d'Inocube. Et ça, cette commission, elle rassemble, et je pense que c'est une particularité intéressante, c'est qu'elle rassemble des pure players de l'open source, mais elle rassemble aussi les départements open source de grands acteurs français et internationaux. Et c'est ce mélange d'acteurs qui fait la force également du débat, de l'échange constructif. Alors, rayonner et fédérer. Fédérer pour rassembler et pour passer à l'échelle. Et ça, c'est l'obsession de mon mandat, c'est comment nous faisons pour passer à l'échelle. Et c'est ce que nous faisons aussi au niveau de l'open source, depuis plusieurs années, avec 2 grands partenaires, d'une part Systématique et d'autre part le CNLL. Chaque année, nous nous rassemblons pour mener des études de marché sur l'open source. Et c'est ensemble que nous réussissons à mener ces grandes études. Et cette année, 2023, c'est une année particulière puisque nous sortons une étude particulière inédite en France. Nos 3 organisations, le CNLL, Systématique et nous-mêmes, avec le soutien du SIGREF, nous sortons une étude sur le marché open source, vous en avez parlé tout à l'heure, qui est inédite. Inédite sur 2 éléments. Inédite parce qu'elle rassemble un grand nombre d'acteurs. Plus de 600 organisations utilisatrices ont été auditionnées, de toute taille et de tout secteur. C'est inédit également parce que ça fait référence au marché également allemand, puisque cette étude s'est basée sur une méthodologie qui s'appelle l'Open Source Monitor, qui a été menée sur plusieurs années, je crois 2019, 2021, 2023, par notre homologue allemand, Bitkom, qui est un peu un équivalent de Numéum en Allemagne. Et donc pour ces 2 raisons, cette étude est très intéressante. Et par rapport aux précédentes études qu'on a pu mener, elle est beaucoup plus fine sur justement les raisons de l'usage, les bénéfices que tirent nos organisations utilisatrices de l'open source. Alors, cette étude, ça a été dit, elle sera présentée tout à l'heure à 17h dans cette même salle par nos 3 organisations. Il y aura également, je crois, quelqu'un représentant du Bitkom qui sera là également, donc qui donnera un éclairage très intéressant justement sur ce comparatif France-Allemagne. Je pense que c'est la première fois qu'on a ce comparatif européen. Il y aura également, je vous le donne, cet éclairage européen, il sera renforcé par un autre événement qui sera à Bruxelles au 1er trimestre 2024. Alors je rappelle que l'Europe, c'est un enjeu très important pour nous. C'est là, et je crois que notre ministre Jean-Noël Barrot l'a bien explicité, c'est là où se joue la défense de l'indépendance technologique de nos entreprises. Et évidemment, cet enjeu, eh bien, il est fortement porté par les acteurs de l'open source. Alors, je vous ai présenté ce projet, Rayonner, Fédérer, c'est un projet d'impact. Et j'ai fixé 3 priorités sur ce projet d'impact, parce qu'on ne peut pas finalement avoir de l'impact si on se disperse sur trop de thématiques. Ces 3 priorités, ce sont les régions, les compétences et le numérique responsable. Les régions, en premier lieu. 90% des décisions sont prises actuellement dans les régions.
C'est un chiffre important et qui montre l'importance de nos territoires. Et moi, je suis ravie de cette importance de nos territoires. Au sein de Numéum, nous avons près de 50% de nos adhérents qui sont hors de la région Île-de-France. Et on s'est organisé ces dernières années avec 12 délégations régionales pour bien mailler en fait l'ensemble des territoires. Dans ces territoires, nos 12 délégations régionales, elles travaillent avec les acteurs de l'écosystème local. Beaucoup de clusters digitaux, dont certains qui sont des spécialistes de l'open source. Plocera, la DIRA ou encore Naos. Naos avec qui on a un fort partenariat, notamment sur les sujets de numérique responsable. Deuxième priorité, ce sont les compétences. C'est notre plafond de verre. Pour tous les acteurs aujourd'hui de l'écosystème, nous manquons de talent. Hier, je discutais avec le directeur général, Yann Bonnet, du campus cyber. Il me faisait part de son énorme inquiétude sur le manque de talent. C'est une inquiétude qui est partagée par Numéum et j'imagine par vous en tant qu'entreprise. Et donc, nous devons travailler, en fait, évidemment, travailler des solutions pour régler ce problème. Il n'y aura pas une solution, il y en a plusieurs. On le sait, agir dès le plus jeune âge, travailler sur la formation initiale, travailler sur la formation continue, travailler sur les reconversions, être capable de recruter autrement. Chez Numéum, nous avons un programme qui s'appelle Numérique Emploi. On va chercher des gens qui sont éloignés de l'emploi. Nous travaillons avec Pôle emploi et les régions. Et nous leur proposons des parcours sur mesure pour les ramener à l'emploi, avec un taux de réussite aujourd'hui de plus de 80%. Donc il faut être capable aussi de recruter autrement, pas recruter que des bacs plus 5 qui sortent d'écoles d'ingénieurs en informatique. Et pas que des hommes. Il faut être capable d'être attractif pour recruter des femmes. Et vous l'avez vu ce matin, finalement, à part Anne-Sophie et moi, il y a assez peu de femmes. Et quand on regarde l'Assemblée, il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc c'est un vrai sujet. À ce propos-là, sur les sujets des compétences, Numéum a aussi des actions très précises sur l'open source. On a mobilisé notamment l'OPIEC, vous ne connaissez peut-être pas ce que c'est, mais c'est notre observatoire de branche, pour réaliser une étude qui permet vraiment de regarder entre les besoins de compétences des entreprises et puis les formations qui sont disponibles en open source et essayer de rapprocher le besoin de l'offre pour être capable d'avoir une proposition qui est la plus adaptée possible. Alors cette étude, elle date d'il y a 2 ans et elle a été présentée d'ailleurs il y a 2 ans ici même à l'Open Source Experience. Je vais finir donc sur ma 3e priorité qui est le numérique responsable. Et donc, sur le numérique responsable, je crois que c'est notre responsabilité à nous, en tant que professionnels du numérique, eh bien, de porter une trajectoire pour le numérique qui est une trajectoire à impact positif. Sur le plan économique, bien évidemment, mais pas que sur le plan économique, sur le plan social, sociétal et environnemental. On a structuré notre approche chez Numéum sur le numérique responsable autour de 3 piliers: l'inclusion, la confiance et l'environnement. Donc, sur ces 3 thématiques, évidemment, l'open source a un rôle à jouer qui est très important. Je dirais même que l'open source, en favorisant l'ouverture, la transparence, la collaboration, est une brique, est une réponse au numérique responsable, pour le numérique responsable. Alors, à ce titre-là, d'ailleurs, l'open source a été identifié comme une brique structurante du futur comité stratégique de filière numérique de confiance. Et je m'en réjouis. Ce comité stratégique de filière était dans une phase de préconfiguration. Il va être signé, je ne sais pas si ce sera d'ici la fin de l'année ou en tout début d'année, mais en tout cas, l'open source a une place très importante. Donc, ce qui montre bien, en fait, que politiquement et au niveau, en fait, de notre écosystème économique, il y a bien une prise de conscience du rôle de l'open source. Je ne vais pas revenir sur le sujet dans la confiance, sur la sécurité, parce que ça a été très bien explicité ce matin, et donc je vais faire l'impasse sur cette partie-là. Par contre, sur le volet environnemental, je crois que c'est important de dire qu'un des avantages de l'open source, c'est quand même sa capacité à limiter l'obsolescence matérielle, et donc à allonger la durée de vie des équipements. J'ai juste cité un chiffre, c'est la dernière étude ADEME-ACERP, qui indique qu'en fait, que les équipements ils représentent près de 80% de l'empreinte environnementale du numérique. Donc lorsqu'on a des actions pour allonger la durée de vie des équipements, on a un énorme levier sur l'empreinte environnementale du numérique.
Et donc, l'open source est je dirais, un levier important. Alors, évidemment, ma conviction, c'est que le lien est très étroit entre open source et numérique responsable. Cependant, je vais quand même rappeler que l'impact positif du logiciel libre, de l'open source, ce n'est pas automatique. Ça a été répété ce matin. Évidemment, il faut que l'écosystème open source mette en place des bonnes pratiques. Et dès la conception des logiciels open source, ils soient vus avec un prisme de numérique responsable. L'éco-conception, l'accessibilité, la sécurité by design. Et de ma vision aujourd'hui, c'est trop peu présent au niveau des grandes communautés. Et je crois qu'il y a un gros travail à faire sur cet axe-là. Et je pense que par rapport aux grands défis qui font face à nous, sur les technologies, je pense à la blockchain et l'intelligence artificielle générative, je crois qu'il y a des très gros efforts à faire. Et je veux que la communauté open source, elle entende que ça les concerne également, même s'il y a une conviction que nous portons tous, c'est que dans l'ADN de l'open source, il y a des valeurs fortes qui sont évidemment des véritables leviers pour un numérique responsable. Alors pour finir, vous avez la possibilité d'écouter demain à 13h50 notre délégué Numéum qui est en charge du numérique responsable et qui viendra vous parler notamment de 2 belles initiatives qui ne sont pas directement liées à l'open source, mais je vous invite à venir les écouter parce que je pense que dans ces 2 initiatives, les acteurs de l'open source ne sont pas suffisamment bien représentés. La première, c'est Planet Tech Care. C'est une initiative qu'on a lancée il y a 3 ans, qui rassemble aujourd'hui tous les acteurs qui veulent agir sur le numérique et l'environnement, aussi bien sur la partie Green IT que IT for Green. C'est aujourd'hui pas loin de 1000 signataires, donc des entreprises, du public, du privé, de toute taille et de tout secteur. Ce sont aussi des acteurs de la formation. Il y a une 50aine d'acteurs de la formation. Ça va de l'école 42 à l'école polytechnique en passant par l'ESSEC. D'accord ? Donc, une grande diversité d'acteurs de la formation qui sont rassemblés dans cette communauté. Et puis, vous avez 55 associations qui sont dans le dispositif, dont le pôle systématique qui est, je dirais, un partenaire de Planet Tech Care. Donc, cette initiative, elle est gratuite. Il n'y a aucun engagement financier. Donc, je vous invite à écouter en fait Planet Tech Care. Il y a un petit jeu de mots sur le tech et à rejoindre cette initiative pour que l'open source aussi en fait rayonne au sein de cette communauté. Et puis la deuxième initiative dont on vous parlera, c'est les femmes dans le numérique, auxquelles je suis très attachée depuis de longue date. On n'arrive pas à casser le plafond de verre au niveau de l'open source. En 2015, je présidais l'ancêtre du Open Source Experience. On avait fait des tables rondes sur le sujet et je vois que ça ne change pas beaucoup. Donc, il faut qu'on agisse. Et donc, Numéum agit sur cette thématique. Nous sommes associés à la Fondation Femmes Numérique, qui est maintenant présidée par Elisabeth Moreno. Nous sommes associés à Tech pour Toutes avec la Fondation INRIA. Et puis, au sein de Numéum, on a un programme en propre sur la reconversion des femmes, qu'elles soient en dehors de l'emploi, éloignées de l'emploi, ou qu'elles soient actives. Nous cherchons en fait à les faire, à leur permettre de rejoindre en fait notre écosystème qui est dynamique. Et donc, mon dernier message, en fait, c'est de dire que le secteur de l'open source, que les acteurs de l'open source s'intéressent à ces thématiques. Planet TK et femmes du numérique, je crois que ce sont des sujets importants. Et donc, pour finir, en conclusion, c'est pour dire que cette histoire entre Numéum et l'open source, c'est une longue histoire, et que cette histoire, elle n'est pas finie, elle commence à peine. Merci. Merci beaucoup, Véronique Turner. Alors cet événement, il est patronné par un éditeur, Red Hat, et puis par un utilisateur de solutions open source, l'opérateur Orange. Je vais demander tout de suite à Emmanuel Bernard de me rejoindre. Il est Senior Distinguished Engineer, en anglais, chez Red Hat, où il conseille l'équipe exécutive sur les stratégies technologiques, en particulier dans le développement applicatif. Je dois aussi dire que vous êtes un grand contributeur sur Java, un Java champion, on peut dire ça, okay. Et vous êtes aussi la voix derrière le podcast pour développeurs, les Cast Codeurs. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci Delphine. Merci à tous de m'accueillir. Donc effectivement, là je voulais vous parler de la façon dont Red Hat engage l'écosystème open source et j'espère que vous allez
être un petit peu inspiré ou prendre certaines briques de ce logiciel-là. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Red Hat, c'est un peu comme Obélix, ils sont tombés dans la marmite de l'ouverture dès le début, et ça vient de la communauté Linux et de la distribution Red Hat à l'époque, maintenant Fedora. Et donc, c'est vrai du code qu'on fait en ouvert, mais c'est vrai aussi des conversations qu'on a en interne ou en externe, des roadmaps, des discussions, des documents. Et le deuxième, c'est qu'est-ce que veut faire Red Hat ? Ce que veut faire Red Hat, c'est 3 choses. C'est donner de la confiance à ses clients, à ses partenaires sur toutes ces briques technologiques innovantes et leur donner la confiance peut-être dans la stabilité, peut-être dans beaucoup d'autres dimensions. Le deuxième, c'est la consistance. Comment est-ce qu'on passe d'un CPU à un autre, d'un matériel à un autre, on passe d'un matériel à une VM, à un container, à du Edge. Cette consistance d'opérabilité, cette consistance de déploiement et de construction du logiciel, elle est importante. Et finalement, le troisième point, c'est la notion de plateforme. On n'est pas tant un éditeur qui fait des produits sur étagère, on fournit une plateforme sur laquelle les clients et les partenaires construisent des solutions complexes pour résoudre des problèmes métiers complexes. Voilà, donc une fois qu'on a ça, comment est-ce qu'on va voir comment est-ce que ça influence finalement l'interaction avec l'écosystème open source. Donc déjà, Red Hat, c'est le 3e contributeur au monde au niveau contribution open source. Et si on fait parmi ces grands-là, si on fait un équilibre entre le nombre de contributions par nombre d'employés, je pense qu'on est largement au-dessus. Et plutôt que vous faire une liste à la Prévert d'axiomes qu'on pourrait avoir sur notre interaction avec l'écosystème open source, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par 2 exemples. Je vais utiliser la soutenabilité dans l'IT. Je sais que ça fait partie de cette conversation dans ces 2 prochains jours. Le premier, c'est le projet Kepler, qui permet de monitorer et de détecter la consommation énergétique des clusters Kubernetes, et non seulement les clusters, mais aussi ce qu'il y a dedans, quel pod spécifiquement, quel container, etc., etc. Et ça demande une interaction avec le matériel, une interaction avec le noyau du système d'exploitation, évidemment une interaction avec Kubernetes lui-même, et une interpolation entre tout ça. Et ce qui est intéressant, ce que je trouve intéressant dans Kepler, c'est que ça ne peut pas exister sans d'autres communautés. Ça s'appuie notamment sur une autre communauté une technologie qui s'appelle eBPF, qui vient de la communauté Linux, qui permet d'ajouter des capacités dans le noyau Linux, tout en restant dans le user space, c'est-à-dire en gardant une certaine sécurité, donc au niveau du monitoring notamment. Donc on a cette autre communauté qui permet d'activer une autre communauté. Ça c'est intéressant, le fait que les deux soient ouvertes permet cette interaction. La deuxième chose, c'est qu'on a besoin d'expertise matérielle, NVIDIA, Intel, etc. On a besoin d'experts Kubernetes, on a besoin d'experts du noyau, on a besoin d'experts en machine learning. Et la façon dont on a amené tous ces partenaires ensemble, c'est via une fondation qui s'appelle la CNCF. Ok, autre exemple, aucun rapport. C'est Quarkus, une stack de développement logiciel applicatif en Java, de clone native dernière génération. Donc ça, c'est le buzzword que je vous ai mis. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se concentre énormément sur la réduction de la consommation mémoire et la réduction de la consommation CPU pour avoir le meilleur nombre de requêtes par seconde, par mégabit, par exemple, consommées. Et Quarkus, c'est intéressant parce que c'est différent de Kepler. C'est pas dans une fondation, ça a été démarré, c'est toujours l'idée par Red Hat. Par contre, ça s'appuie sur des standards. Donc, on en a parlé un petit peu dans la table ronde. Il y a beaucoup de résonance dans ce que je dis et ce que la table ronde a évoqué. Et ça s'appuie sur d'autres projets. Donc, toutes les améliorations qu'on fait au niveau de la consommation énergétique, elles diffusent en fait dans ces autres communautés par les patchs qu'on va aussi activer upstream. Donc, ouvert travaillant avec ouvert, en fait, c'est une perspective qui marche bien. L'autre chose intéressante, c'est que ça s'appuie ça peut utiliser un logiciel qui s'appelle GraalVM, qui a changé vraiment la façon de compiler et d'exécuter du logiciel Java. Et ça, c'est un projet qui vient de Oracle Lab, qu'ils avaient open sourcé au sens code, mais ils n'avaient pas vraiment trouvé la clé pour faire une communauté. Donc, on a beaucoup travaillé avec nos amis d'Oracle là-dessus,
pour vraiment ouvrir cette communauté. Donc non seulement on contribue dessus en tant que Red Hat, mais on a ouvert cette communauté au niveau de des conversations, de la roadmap et des choses comme ça. Et le troisième point que je voulais dire, c'est que le produit Red Hat qui est vendu à nos clients qui s'appuie sur Quarkus, il est venu 2 ans, 3 ans après que Quarkus soit arrivé. Donc il y a une notion d'attente, de maturation qui est importante. Ok, ça c'est 2 exemples. On va essayer d'extraire un certain nombre d'axiomes. Alors ce n'est pas compréhensif, c'est vraiment des points que je trouvais intéressants pour vous faire réfléchir sur ces sujets-là. Le premier, c'est qu'il faut que la communauté elle soit viable, et pour ça, il faut qu'elle soit ouverte et équilibrée. Une communauté où il y a un seul contributeur qui empêche les autres de contribuer, il y a quelque chose qui ne va pas. Une communauté où il y a un seul contributeur parce que tout le monde veut consommer, mais personne ne veut contribuer, il y a quelque chose qui ne va pas non plus. Donc ça lève des drapeaux rouges chez nous, auxquels on va essayer d'améliorer les choses ou de se retirer. Mais cet équilibre, il est important parce que c'est la marmite dans laquelle on va amener de l'innovation et amener des choses qui sont pour le bien de tous les gens de cette communauté. Donc une communauté, ça vient parce qu'il y a un besoin, il y a une idée qui veut être exécutée. Alors parfois, elle vient de chez Red Hat, et évidemment, le plus souvent, elle vient en dehors de Red Hat. Chez nous, on a un groupe qui évalue ces communautés, la façon dont ces nouvelles idées qui arrivent, ça s'appelle Emerging Technology, et ils vont aller regarder un peu ce qui se passe, mais plutôt que rester en secret derrière le rideau à regarder comment les choses se passent, non, on va engager la communauté, on va mettre les mains dans le cambouis, on va contribuer, on va intégrer avec d'autres choses, on va faire des blogs pour vraiment non seulement comprendre la technologie, mais ressentir la communauté, comment elle travaille, comment elle interagit. Et puis, soit cette idée, elle n'est pas alignée avec les besoins de Red Hat, et c'est pas grave, on passe à autre chose, soit elle est alignée, et là, il va falloir trouver comment est-ce que cette communauté est viable dans le temps, puisque Red Hat est là pour fournir des logiciels dans le temps à ses clients. Donc, comment est-ce qu'on fait pour engager la viabilité? Eh bien, non seulement c'est une évaluation, mais aussi un travail en commun. On va regarder, peut-être qu'il y a de la valeur à aller dans une fondation pour stabiliser les choses et avoir plus de partenaires sur un niveau d'égalité. Non seulement vérifier que le code est ouvert, mais que les conversations ne se font pas derrière des portes fermées, mais qu'elles soient ouvertes, y compris les conversations difficiles. Et tout ça, c'est évidemment contribuer à cette communauté. Et ça, c'est important, là encore, parce que le code est important, mais l'outil qui porte ce code dans le temps, c'est la communauté. Comment est-ce qu'on est sûr que la communauté va être capable de porter cette technologie sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans? Donc, contribuer à ça, c'est important. Et donc, dans la culture open source, donc, on en a parlé, on en a parlé dans la table ronde, il y a 1 million, voire plus de projets open source. Il va y avoir une sous-sélection pour trouver ceux qui sont viables en termes de communauté, en termes de stabilité, en termes de valeur. Et là-dessus, la collaboration, donc 100% des logiciels qui sont fournis par Red Hat à ses clients sont open source, viennent de ces communautés, et le travail, il est là. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Et l'intérêt, c'est que la collaboration, non seulement elle permet de trouver une meilleure solution, parce qu'on va travailler en commun avec d'autres, mais surtout, on va trouver le meilleur problème. C'est extrêmement facile de se tromper de problème à résoudre. Quand il y a plus de personnes autour de la table, on réduit ce risque-là. Donc ça, c'est un point super important. Et la transparence, c'est un vecteur fondamental de la stabilité de la communauté. Parce qu'en fait, ce que Red Hat délivre, OK, il y a du logiciel, et le logiciel vient du code source, mais c'est un petit morceau. La garantie de sécurité, la détection des... la détection et la rémédiation des CVE, le support, la connaissance, du consulting. Tout ça, c'est ce que amène Red Hat. Et fondamentalement, je pense que ce que les clients apprécient chez nous et viennent récupérer chez nous, c'est effectivement ce filtre, ce petit filtre qu'on a sur les communautés pour savoir laquelle va être là et être viable dans le long terme. Et l'autre point, c'est pouvoir porter la voix de ces besoins clients dans les communautés et faire un peu ce pont actif en contribuant évidemment, mais porter un peu ces voix-là et cet équilibre. Voilà, je vais arrêter là, je ne voulais pas faire très long. Nous, on croit que le monde ouvert ouvre le plein potentiel, mais ce n'est pas naïf. Je vous ai montré qu'il y a vraiment un logiciel. Ce n'est pas parce que c'est ouvert que ça va être magiquement meilleur. L'ouverture permet fondamentalement d'aller plus vite, plus fort, plus loin, mais avec une certaine maturité, et ça, c'est important. Donc voilà, partez chez vous avec ces informations-là.
Moi, je suis à la conférence toute la journée. Ne partez pas tout de suite non plus. D'accord. Hein. Merci Emmanuel. Alors l'autre parrain, je vous le disais, c'est Orange et il est incarné, Orange, aujourd'hui par Jérémy Jouglet, DSI Réseau et Services chez l'opérateur français. Et vous allez nous parler, Jérémy, de cette stratégie open source au sein d'Orange France. Oui. Bonjour à tous et à toutes. J'ai l'honneur là de représenter Orange à ce beau salon Open Source Experience où nous avons été primés l'année dernière. Et donc c'était un juste retour des choses de patronner cette année. Je vais vous parler d'Orange parce qu'on a des contributions multiples à l'open source. Mais la grosse contribution aujourd'hui, moi en tant que DSI réseau et services et ancien directeur technique d'Orange France en termes d'IT, eh bien, on est utilisateur et contributeur à l'open source assez massivement. Alors, mon propos d'introduction, c'est qu'il y a eu on a eu une prise de parole de notre directeur de l'innovation au mois dernier, là, fin novembre, qui s'est exprimé sur l'open source. C'était l'une des premières prises de parole qui était assez radicale. C'est qu'aujourd'hui, la propriété intellectuelle, elle est de plus en plus ouverte. Enfin, ça a été tout le sujet des conférences et des interventions de ce matin. Et en particulier, on le voit dans l'IA et le cloud. Cette ouverture, pour nous, ce sont des opportunités. C'est une opportunité d'innovation pour Orange. Et donc, un peu à l'image de ce qu'a fait Red Hat, mais sur un autre registre, eh bien, on veut pouvoir proposer des services qui vont se baser aussi sur de l'open source. Et là, je fais un petit clin d'œil à notre stand que vous pourrez découvrir, où on démontre toute notre valeur qu'on peut avoir de traiter la donnée, de capter la donnée dans le monde IoT jusqu'au traitement final pour nos clients. Et notre chef de l'innovation nous dit on a basculé dans une nouvelle ère. Alors moi, je suis plutôt Orange France, DSI, et donc plutôt les mains dans le cambouis de l'open source. À la DSI d'Orange France, nous avons été récompensés l'année dernière sur notre stratégie open source. Et donc je voudrais remettre les quelques éléments clés de cette stratégie pour les grands utilisateurs de l'open source. Alors, premièrement, c'est avoir des couches d'infrastructure compatibles avec l'open source. Cette compatibilité avec l'open source, c'est l'adage « l'open source appelle l'open source ». Et ça, je peux vous le dire, c'est garanti. On le fait depuis des années et des années chez Orange. Et en particulier, on m'a rappelé ce matin, en 2017, j'ai signé le premier relevé de décision disant que nos systèmes de base de données devaient être open source first. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc une fois qu'on a fait ce travail-là, eh bien on peut aller au travail pour les projets. Donc pour la DSI réseau, la DSI du grand public, la facturation, enfin tous les domaines que peut traiter un opérateur. Et donc là, il faut convaincre. Donc il faut accompagner et acculturer à l'open source. Donc accompagner, là on s'appuie sur des spécialistes, hein, on en a dans la salle, on s'appuie aussi sur Smile, je peux le citer parce que c'est notre Atos et Eviden maintenant, et Smile qui nous ont accompagnés notamment pour défricher les communautés et trouver le bon open source qui répond aux bons besoins. Et acculturer, eh bien, c'est un travail de longue haleine, que ça soit, on en parlait ce matin, auprès de la direction des achats ou auprès des décideurs, pour dire que l'open source, c'est du vrai, c'est du solide, et on peut s'appuyer dessus. Ce qui nous fait que maintenant, 70% de tous nos projets, de toutes nouvelles applications, partent avec de l'open source chez Orange France. Et le dernier point qui est, j'allais dire, le facteur qui nous a permis de tout déclencher, c'est de disposer d'un support sur l'open source qui soit au niveau des grands éditeurs fermés. Et ça, c'est un écosystème. Et là, on l'a théorisé et industrialisé, c'est-à-dire que sur chaque solution qui va être cœur de l'open source, on va s'appuyer sur
un écosystème et donc des sociétés spécialisées. Et donc là, on peut voir l'année dernière nos quelques partenaires qui étaient en photo, sur qui on s'appuie vraiment au jour le jour pour supporter nos solutions et les faire évoluer. Et là, c'est du win-win. C'est-à-dire que pour nous, et ça c'est fondamental dans notre stratégie, on ne s'appuie que sur des partenaires qui sont capables de réinjecter du code dans la communauté. On ne veut surtout pas dévier, on ne veut surtout pas forquer, comme on dit dans le jargon. Et donc, on veut s'appuyer sur des gens qui sont capables, qui ont la bonne expertise et réinjecter du code dans la communauté. Et donc ça, je vous remercie tous, tous ceux avec qui on travaille. Et puis, et j'espère qu'on va travailler avec encore plus de personnes à l'avenir. Et pour finir, pour Orange, alors en tant qu'on est grand utilisateur, ça c'est très clair, et on contribue, que ce soit de manière directe ou indirecte à l'écosystème. Donc j'ai dans mes équipes, par exemple, des gens qui contribuent pour les systèmes d'information géographique. Tout notre système d'information géographique chez Orange France est basé sur des solutions open source. Et donc, parfois, il y a des bugs. Et mes équipes sont tellement devenues un peu expertes sur le sujet qu'elles réinjectent directement. La contribution indirecte, c'est via nos partenaires. Si on trouve des choses, des bugs, on a le support et donc on compte sur vous pour le réinjecter. Après, Orange crée de l'open source. Il y a une communauté là, qui est en train de monter, ou un usage qui est en train de monter, par exemple, c'est To Be Continuous. To Be Continuous, c'est l'industrialisation finalement des templates pour faire du CI/CD. Ça, on en avait besoin, on l'a fait en inner source et on s'est dit on va le mettre en open source et on commence à avoir des premiers feedbacks à l'extérieur d'Orange d'utilisation. On contribue aussi dans le domaine des réseaux. C'est une initiative qui est en cours. Je vous ai parlé, on fournit des services aussi basés sur l'open source. Allez voir la démo, elle est plutôt marrante. Et puis, en tant que grand acteur, j'ai oublié son nom, mais la personne de Thales parlait on doit prendre nos responsabilités. Philippe Carrier. Philippe Carrier, merci. On doit prendre nos responsabilités. On doit avoir un équilibre. Alors nous, on n'est pas là pour construire massivement de l'open source. On le fait sur quelques items qui nous font du sens, on n'est pas là pour le construire massivement. Et donc, notre contribution à la communauté, c'est d'animer, de faciliter, de participer aux grands écosystèmes qui structurent l'open source et qui permettent de faire émerger. On participe notamment à la Linux Foundation, on participe à l'OW2. On est très heureux de participer aussi pour patronner cet événement aujourd'hui. Donc nous, on va essayer, en tant que grand contributeur, à aider l'écosystème à progresser. Donc voilà, ça c'était mon mot de fin. Merci Jérémy. Et donc on a réussi à retrouver Jean-Luc Bellard qui va pouvoir donner le mot de la fin à cette plénière. Eh ben oui. Ça s'est bien passé ce matin là dans le VRR? Oui, j'ai bien galéré. Hein. Oui, j'imagine. Bon, alors je rappelle quand même, donc président du pôle européen d'innovation ouverte, systématique Paris Région, animateur de l'écosystème d'ITEP et depuis plus de 10 ans, donc l'organisateur de cet événement qui rassemble cet écosystème professionnel de l'open source. Comment va cet écosystème d'ailleurs, Jean-Luc ? Il va bien et je pense qu'il va aller encore mieux parce qu'il y a des dynamiques impressionnantes. Alors que vous venez de le dire, on l'accompagne depuis presque 15 ans. On a vu toutes les étapes. D'ailleurs, cet événement a grossi dans le temps. Tout à l'heure, il y avait des gens qui me disaient il y a moins de place que l'année dernière. Non, il n'y a pas moins de place. Simplement, il y a plus de monde. Donc la densité est plus importante. Et on a vu l'accélération dans le cloud, puisque ça a été un élément... et là, on voit, il y avait la discussion avec le ministre sur l'IA. Je peux vous dire que l'étape d'après, parce qu'il y a beaucoup d'activités sur le quantique. Alors le quantique, pour aujourd'hui, les gens, c'est de la physique, c'est comment faire des qubits, etc. Mais au fait, au-dessus de ça, en fait, il y a tous les calculs et la partie logicielle. Les entreprises, les Pasquale, les Quandela, ils sont dans l'open source. Donc on voit en fait que toutes les deep tech, toutes les transitions ça s'appuie sur l'open source. Et dans la discussion sur l'intelligence artificielle,
je pense qu'il y a une partie qui va être approfondie, qui va être très importante. Comme on a beaucoup d'inconnus autour de l'IA, qu'on parle de réguler, etc., il y a aussi dans la culture de la communauté open source une démarche sur l'éthique, sur le partage, qui est encore beaucoup plus puissante, je trouve, qu'une régulation administrative. Et c'est ça qui va aussi donner cette dynamique. Donc voilà, beaucoup de choses et un potentiel de développement très important. Hier soir, il y avait l'OpenCIO Summit et Octave Klaba a dit voilà, on va revoir tout et on va tout mettre en open source. Donc voilà, des entreprises de ce type-là sont et le témoignage d'Orange en est l'illustration. Donc beaucoup de choses devant. Là, il se passe beaucoup de choses. Ce que je disais dans mon introduction, vous avez raté, Jean-Luc, mais ah oui, je suis désolé. On est en plein dans l'actualité. L'événement tombe à pic et il va se passer plein de choses. Ouais. Non, il y a beaucoup de dynamique. Alors après, il y a toutes les transformations qu'on connaît. Il y a des bonnes questions qui sont posées. Et je pense que l'intervention de Véronique tout à l'heure est importante sur la frugalité des systèmes, parce que dans l'IA, ça consomme beaucoup. Il y a quand même des gens qui mettent des algorithmes qui consomment plus que le sujet à résoudre. Bon, donc il y a toutes ces transformations à mener et il faut partager, parce que l'élément clé de l'open source, c'est quand même la capacité d'innover vite par une plus grande connexion de cerveau. Donc c'est là aussi où la dynamique va se créer. L'intelligence collective. Voilà, c'est l'intelligence collective, ce qui fait que ça avance plus vite, fondamentalement. Merci beaucoup. Et merci à vous. Et puis donc le programme est très riche. Il a été présenté ce matin par les deux présidents. J'espère que vous allez vraiment profiter de cette OSXP qui est très dense, très riche. Et voilà. Bonne suite. Merci. Bon salon. Merci.